Bonjour à tous, je suis Marie Robert et je suis très heureuse de vous retrouver au pavillon Vendôme à Clichy dans le cadre de l'exposition Lorsque l'âme agit. Et aujourd'hui, cette fois-ci, il va être question d'un sujet qui parfois nous manque peut-être dans nos vies et qu'à travers l'art, à travers la philosophie et peut-être à travers aussi le souvenir de l'enfance, on va réussir à convoquer à nouveau. Et ce sujet, c'est la question de l'émerveillement. Et oui, l'émerveillement. Cet instant où tout d'un coup, quelque chose suscite notre curiosité, allume une étincelle dans notre regard. L'émerveillement qui nous permet, même dans le quotidien, même dans tout ce que nous avons autour de nous, de percevoir tout d'un coup les choses autrement. Et pour aller creuser cette idée d'émerveillement, et peut-être pour la mobiliser chez vous, je vais faire un parallèle. Un parallèle qui, au départ, peut-être, va vous sembler curieux, mais un parallèle entre l'enfance et la philosophie. Car les enfants, on s'en aperçoit, sont les professionnels de l'émerveillement. La première fois qu'ils voient la mer, la première fois qu'ils découvrent des flocons, d'ailleurs pas que la première fois, par la fenêtre, des flocons tombés, la première fois qu'ils voient, des animaux ou un chien venir jouer avec eux, ils ont tout d'un coup cet élan. Cet élan qui permet de sortir de nos pensées, de sortir de l'habitude, de sortir de la routine, pour tout d'un coup regarder la même réalité, mais d'une autre manière. Le monde des enfants est un monde d'éblouissement. Alors attention, ça ne veut pas dire que tous les enfants sont heureux en permanence, mais ça veut dire qu'il y a dans l'enfance cette capacité à la curiosité. Et c'est justement cette capacité-là que j'avais envie de questionner aujourd'hui. D'où vient cette aptitude à la surprise? Cette aptitude à être disponible face à l'inattendu. Les adultes, eux, il faut quand même l'avouer, se laissent un peu moins faire. Ils en ont vu d'autres. On sait que les choses s'expliquent. Donc on a une tendance à rationaliser tout ce qui nous approche. Et puis, plus prosaïquement, nos soucis ne sont jamais loin. On est dans un monde de l'accélération permanente. Le monde adulte est dans un monde de l'accélération et de la consommation. Il faut faire. Il faut répondre à l'injonction du temps présent. Il faut être dans l'efficacité, dans le faire, dans la tâche. Il faut enchaîner nos différentes activités et se plonger dans quelque chose qui va plus être de l'ordre de l'occupationnel et de l'efficacité. Alors est-ce à dire que l'efficacité ne nous permet pas justement d'être dans cet émerveillement? Eh bien c'est ce point de basculement qu'on va essayer on va essayer d'être entre les deux. Quelques adultes pourtant semblent avoir gardé ce qu'on appelle communément leur âme d'enfant. Et qui sont-ils? Eh bien parmi eux peut-être que les philosophes sont les mieux placés pour justement faire le pont entre l'enfance et l'émerveillement adulte. Alors pourquoi les philosophes? Parce que vous avez peut-être une image des philosophes barbus dans leur bureau et loin d'être excités par quelques flocons de neige par la fenêtre. Et pour autant, quand on suit l'histoire de la philosophie, quand on se plonge justement à travers l'histoire de la pensée et de tout ce qui nous précède, eh bien on se rend compte qu'il y a un geste inaugural à tous les sujets philosophiques, à tous les grands mouvements, tous les systèmes qui ont été élaborés. Et ce socle commun qui traverse plus de 2000 ans d'histoire de la pensée, c'est ce qu'on appelle le thomaïsène. Alors le thomaïsène, c'est un drôle de mot grec pour décrire une chose, c'est l'étonnement, la capacité à s'étonner. Et le geste premier de la philosophie, finalement, c'est ça. Ce pourquoi. Pourquoi les choses sont comme elles sont. Pourquoi les choses fonctionnent comme elles fonctionnent. Pourquoi, alors ça peut aller de quelque chose de trivial, pourquoi cette lumière sur le mur, ou pourquoi notre société fonctionne de cette façon-là. Le thomaïsène, c'est vraiment cet étonnement premier, qui ne cherche pas une réponse immédiate, qui ne cherche pas tout de suite à résoudre, qui ne cherche pas nécessairement à expliquer, mais qui cherche à déconstruire ce qui semble être une évidence, qui répond
Et là, c'est comme ça qu'il faut comprendre la philosophie. Alors peut-être que vous avez des souvenirs très arides de dissertation en terminale et que c'est pas la façon dont on vous l'a présenté, mais la philosophie, c'est rien d'autre que ça. Cette capacité à s'étonner. Alors ça peut être 5 minutes sous la douche, ça peut être en coupant des carottes, ça peut être en se baladant dans une exposition, mais c'est la capacité en fait à regarder autrement. Pourquoi ? Parce que quand on s'étonne, eh bien justement c'est ce que l'on appelle, alors les enfants ne le diraient pas de cette façon-là, mais c'est de cette façon-là qu'on le présente en philosophie, c'est ce qu'on appelle la rupture des évidences. C'est-à-dire que notre fonctionnement, on a une manière de raisonner habituellement, on a une manière de faire fonctionner notre cerveau qui fait, alors c'est ce qu'on va traduire, j'aime pas toujours cette expression, mais par une certaine forme de zone de confort. On est dans le confort de nos schémas familiaux, de nos schémas culturels, on est dans le confort de nos habitudes. La rupture des évidences, c'est laisser tout d'un coup cette capacité non seulement à s'étonner, mais aussi à se surprendre. Et en fait là, il se passe quelque chose d'intéressant. C'est que tout d'un coup, quand on est face justement à ce point de rupture, alors on va voir par quoi il peut être provoqué, eh bien on est obligé de penser autrement. C'est comme si on utilisait d'autres canaux pour penser. Et généralement, ce qu'on utilise comme autre canaux, eh bien c'est notre créativité. Tout d'un coup, on va mobiliser l'imaginaire. Pourquoi ? Parce que on ne sait plus faire de la même façon. On n'arrive plus. Il y a quelque chose, mais ça ne fonctionne pas, ça ne tourne pas rond. Et pour y pallier, pour essayer d'utiliser un autre chemin, eh bien c'est là où on mobilise notre imagination et notre imaginaire, exactement comme le font les enfants. Et faire de la philosophie, bien sûr, c'est faire appel à la raison, bien sûr, c'est élaborer des systèmes avec clarté, des systèmes qui puissent être transmis, bien sûr, c'est donner de la nuance et des définitions, mais c'est aussi, avant tout, imaginer qu'on peut penser autrement. Et donc, comme je vous le disais, l'histoire de la philosophie devient donc une histoire, en fait, des différents points de rupture. À chaque moment, que ce soit dans l'Antiquité, que ce soit au Moyen-Âge, que ce soit à la Renaissance, que ce soit dans la pensée moderne, et on continue dans la pensée contemporaine, à chaque fois, il y a un point de crise, qui devient un point de tension, de friction, de « ah non, je ne veux plus de ce système-là ». Et donc, le tout premier à avoir mis en avant l'idée que la philosophie était une rupture des évidences, alors, c'est pas le tout premier, puisque l'histoire de la philosophie commence à Millet avec des mathématiciens, Thalès, Anaximène, Anaximandre. Alors peut-être que vous ne connaissez pas les deux derniers, mais sans doute que Thalès vous rappelle un lointain souvenir de mathématiques avec son théorème, mais ce sont les tout premiers qui, à Millet, avant Platon, avant Socrate, avant Aristote, ont regardé le ciel et se sont posé la question « Oh, mais pourquoi pourquoi le ciel fonctionne de cette façon-là? Pourquoi les étoiles sont là? Comment se fait-il qu'il y ait la lune, qu'il y ait le jour ?» Et donc, ils ont posé ce regard d'étonnement. Et si on poursuit un tout petit peu dans l'Antiquité, et si on poursuit avec celui qui va devenir non seulement le père de la philosophie, mais une des figures les plus incontournables, avec Platon, eh bien c'est aussi cet étonnement qu'il continue à tisser. Et cet étonnement, il le décrit à travers le mythe, qui est un mythe célèbre, mais pas toujours bien compris, à travers le mythe de la caverne. Alors, vous voyez, là je vais faire appel moi aussi à votre imagination pour vous le décrire rapidement et pour vous montrer le point commun avec les enfants. Le mythe de la caverne, Platon nous décrit des prisonniers, qui sont les hommes, qui sont nous, pauvres hommes, enfermés dans une caverne. Il faut imaginer une caverne un peu humide, un peu obscure, qui n'a rien de très très agréable. Et toute la journée, ces prisonniers regardent des projections sur le mur. Alors on imagine qu'il y a sans doute, ils ne savent pas que ce sont des projections, ils pensent que les ombres sont leur réalité. Donc ils observent des ombres qui se baladent sur le mur. Donc effectivement, rien de très emballant là-dedans. Et puis un jour, un des prisonniers va réussir à sortir de la grotte, va réussir à remonter. Et il va s'apercevoir que les ombres projetées le sont pas parce que dehors il y a la réalité, il y a la lumière, et des gens, des choses, des formes qui passent devant et qui se réfléchissent dans la grotte, et c'est pour ça qu'on voit les ombres. Donc évidemment, le prisonnier qui vient de sortir est excité, il a envie de retourner dans la grotte et de leur expliquer, mais rendez-vous compte que ce sont que des ombres et qu'il y a une réalité extérieure. Et que ce que vous regardez, ce que nous regardons toute la journée ne sont que des apparences et pas la réalité. Il redescend dans la caverne, il redescend dans la grotte, et là,
il répand la nouvelle, mais comme il a été très ébloui, puisque la grotte est très sombre alors que la réalité extérieure est extrêmement lumineuse, eh bien il titube un peu, il ne marche pas très droit, et les autres se moquent de lui. Et les autres non seulement se moquent de lui, mais se disent « mais qu'est-ce que tu nous racontes ?» Et évidemment ne vont pas l'écouter, et ne vont pas considérer sa parole. Alors Platon, en présentant le mythe de la caverne, veut montrer que ce fameux prisonnier qui dit « attention, tout ce qu'il y a autour de nous, ce sont des apparences sensibles qui ne correspondent pas au ciel des idées », eh bien ce prisonnier, il va l'appeler le philosophe. Mais au-delà du regard, et donc le philosophe, au-delà du regard philosophique qu'il porte, c'est aussi celui qui nous demande un instant de se dire « attention, ce que je suis en train de faire, ce geste, est-ce que c'est la réalité ? Est-ce que je ne fais que répéter quelque chose qui m'a été dit? Est-ce que je pourrais apprendre à regarder même un coucher de soleil autrement, à regarder la lumière sur les arbres de l'autre côté, à regarder tout ce qui m'entoure, à poser un regard complètement neuf? Eh bien, vous voyez que le philosophe que décrit Platon, c'est aussi l'enfant, qui, quand on lui montre un objet du quotidien, va être capable de lui faire vivre des aventures, va transformer un trombone peut-être en chevalier. Eh bien, c'est ça que partagent les enfants, les philosophes, mais aussi, bien sûr, et tout le but est de leur rendre hommage, les artistes. En contemplant un tableau, en contemplant une œuvre d'art, que ce soit une sculpture, que ce soit une toile, que ce soit une photographie, que ce soit une représentation en volume, peu importe, eh bien, on est forcé à placer notre regard qui ne va pas être un regard de simple utilité, mais qui va être un regard de contemplation, qui va faire appel à autre chose en nous. Alors peut-être que ça va être de la curiosité, peut-être que ça va être un sentiment de sérénité, peut-être que ça va être de la beauté, en tout cas qui va aller mobiliser une autre gamme émotionnelle. Parce que, encore une fois, l'idée est de se dire nous ne serons pas dans l'usage. Et voilà pourquoi l'enfance, l'art ou la philosophie peuvent créer de nouveaux mondes, peuvent étendre, agrandir nos murs, agrandir nos univers. Et peut-être est-ce pour cela qu'ils sont essentiels, parce que tout d'un coup, le monde paraît plus grand, et surtout ça ravive notre capacité à nous étonner, à nous émerveiller et à imaginer qu'un autre monde est possible. À travers ces trois capsules philosophiques, alors plus des capsules que des conférences, donc une sur le rêve, une autre sur la magie, une autre sur l'émerveillement. Ce que j'ai eu envie de faire, c'est justement vous montrer que la philosophie n'était pas autre chose que ça. C'est-à-dire tout d'un coup cette capacité à aller chercher des définitions, à aller interroger des mots qu'on connaît, des choses qu'on fait, tout le monde rêve, tout le monde a déjà entendu parler de magie et j'espère que tout le monde s'est déjà émerveillé. Et donc ces trois thématiques en fait reprennent le cadre d'une exposition ayant eu lieu au pavillon Vendôme, lorsque l'âme agit. Et le point commun entre ces trois approches, que ce soit le rêve, que ce soit la magie ou que ce soit l'émerveillement, c'est de nous rappeler une chose. Et l'exposition en était la parfaite démonstration. C'est que grâce à ce que nous avons de plus précieux, c'est-à-dire grâce à notre pensée, eh bien nous sommes toujours capables d'aller voyager, d'aller à travers d'autres frontières, d'aller imaginer d'autres espaces, de recréer et de remettre du mouvement en nous. Et voilà ce qu'est la philosophie, ce n'est ni quelque chose de rébarbatif, ni quelque chose de poussiéreux, ni forcément l'objet d'une dissertation, mais juste la capacité à laisser nos pensées dessiner un nouveau monde. Alors je remercie beaucoup la ville de Clichy de m'avoir permis de vous transmettre ce message et j'espère que ça vous parlera et que vous laisserez justement votre esprit vous emmener vers d'autres ailleurs. Merci.